Donc ce webinaire qui a été monté avec la Gazette, en partenariat avec la Gazette des communes, est dédié assez simplement à un partage d'expérience autour de l'intégration du numérique dans le déploiement des politiques publiques, mais aussi du fonctionnement des structures publiques, qu'elles soient État, collectivités territoriales ou qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Donc ce webinaire a été réalisé avec la Gazette des communes, je le disais, d'Ocapost, que l'on représente et que je représente, donc je me présente à vous, Fabien Ferrazza, je suis directeur des activités secteur public de d'Ocapost et je suis accompagné par Eric Exposito et Bertrand Dolbeau. Alors Eric Exposito est membre d'une entité de d'Ocapost qui s'occupe du conseil aux acteurs publics et Bertrand, lui, développe et anime une nouvelle solution qui est le coffre-fort électronique Digipost, et qui, outre un coffre-fort, est un assistant personnel pour l'ensemble des Français, avec qui nous avons la chance de dialoguer. Ils sont à peu près 3 millions. Alors, l'agenda qu'on vous propose, il est assez simple, c'est de partager avec vous la vision que d'Ocapost peut avoir du fonctionnement des administrations et de l'intégration du numérique. d'Ocapost, c'est une filiale à 100% du groupe La Poste, qui représente à peu près 5000 salariés, et qui agit auprès de 23 000 clients au quotidien, et presque plus de 6 000 partenaires publics, avec qui nous co-construisons, nous développons et nous déployons des solutions pour accompagner leur transformation, à la fois documentaire et numérique. Parce que le numérique prend une place de plus en plus importante et qu'elle est guidée à la fois par des obligations réglementaires qui sont édictées auprès de la sphère publique, mais aussi par rapport à la demande des usagers, d'avoir une offre de services, non pas nécessairement tout numérique, mais multicanal. Donc, dans ce cadre-là, on va vous proposer une vision complètement partagée de l'expérience que l'on a au contact des acteurs publics, mais également des solutions très opérationnelles pour accompagner cette transformation numérique, des structures publiques. Et donc, je vais laisser la parole à Eric Exposito, qui va vous présenter un peu sa vision des enjeux liés à la transformation des fonctions support au travers de 3 critères. On les a résumés ainsi, mais il y en a bien d'autres, ils ne sont pas exhaustifs. Cette transformation par le numérique peut générer des gains de temps, et on l'explique souvent sous la réduction des tâches à faible valeur ajoutée pour les agents, des gains financiers, mais aussi des gains en matière de qualité de vie au travail. Et ce qui nous fait dire que les enjeux liés aux fonctions support des structures publiques fait que, en tout premier lieu, c'est l'agent qui doit être placé autour de ces enjeux de transformation. Merci Fabien. Donc oui, effectivement. Donc moi, je représente d'Ocapost Conseil et nous accompagnons différentes structures publiques en France dans leur transformation numérique, et que ce soit au niveau de l'État, de la territoriale ou de l'hospitalier ou des agences ayant une mission de service public. On a regroupé en 4 familles les enjeux qui sont à relever dans les établissements publics que nous accompagnons, à la fois les délais de traitement et la diminution des quantités de papier. Donc c'est souvent des missions 0% de papier à terme, si possible, dans le cadre de l'optique CAP 2022. La gestion des problématiques d'archivage, et je vais l'illustrer de différents exemples. La dématérialisation des dossiers des agents et les impacts réglementaires qui touchent l'ensemble du secteur public. Pas que, mais là, on focus sur le secteur public. Alors, un sujet fort qui est souvent, qui nous est demandé, nous, dans les missions d'accompagnement, et qui rebondissent après sur les solutions qui existent sur le marché, diminuer le délai de traitement. Donc ça, c'est un souci de performance, de réponse rapide à l'usager. Donc il faut que les agents aient les moyens de traiter rapidement ces demandes avec des nouveaux outils. Ça passe donc par la dématérialisation des échanges entre les services, parce qu'il y a de plus en plus de documents qui sont nativement numériques. Par exemple, les collectivités, mais c'est valable pour les autres services de l'État, il y a de plus en plus de l'omnicanal, des demandes à la fois au guichet, par téléphone, par mail. Donc maintenant, les services ont besoin d'outils pour faciliter leurs échanges, déjà pour le traiter, et même après pour répondre ensuite aux citoyens. Il y a des demandes aussi autour de cette diminution de délai de traitement, autour du développement du nomadisme. Alors ça s'exprime de différentes manières, à la fois dans la manière de travailler dans les établissements publics, également le télétravail, qui se développe fortement. Il y a eu récemment beaucoup d'actualités dans les conseils départementaux sur ces sujets. Et également, on nous demande des retours sur investissement sur la qualité de vie au travail, la concentration sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, donc soulager certaines fonctions support de certains traitements. Donc on les décompose, on les analyse, et il y a des solutions qui existent, de mutualisation, de centralisation sur des gros établissements publics qui ont pu mutualiser des fonctions support, et dans certains cas, des demandes très claires d'externalisation de tâches. On parle bien très souvent d'externalisation de tâches, pas de services. Il y a vraiment une volonté après de continuité de service public. Donc on a l'habitude de traiter de ces sujets, que ce soit au niveau d'ARS, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau d'une agglo, que ce soit au niveau d'un ministère
ministère. On a vraiment ces demandes de manière très structurante dans l'ensemble des établissements publics. Et la baisse de la quantité de papier, c'est aussi une optimisation des coûts, parce que ça veut dire aussi le stockage, ça veut dire aussi le délai de diffusion. Ça m'amène sur le deuxième enjeu, le deuxième défi qu'on constate qui est très fort et qui est en pleine croissance, sur la problématique de l'archivage. C'est un sujet qui est souvent laissé de côté, parce qu'on le laisse de côté, c'est une archive, on le met dans un casier, on le met dans un classeur. Ça se développe à plusieurs niveaux. Nous, déjà, quand on accompagne sur la transformation numérique, on leur dit qu'on ne peut avancer comme il faut si en prérequis, vous avez déjà une vision claire de votre archivage papier. Parce que pour le décliner ensuite sur un archivage numérique, c'est compliqué s'il y a des aléas. Et on a eu des cas avec des pôles universitaires, avec des communautés d'agglos, qui n'avaient pas les mêmes plans de classement, pas la même approche. Même s'il y a bien des archives départementales derrière pour certifier certains éléments, il y a des fois un aléa dans le traitement, donc qui demande une grande rigueur sur ces sujets. Ça se traduit par quoi? Par la durée et le lieu de stockage. On le verra que dans les solutions numériques qui existent, ça apporte des solutions, puisque derrière, ça peut être paramétré, permettre de purger certaines données, de faciliter le stockage. Encore faut-il qu'au préalable, ces tableaux aient été harmonisés, partagés, et avec des enjeux d'usage aussi dans les services. Alors, quelle est l'équipe gagnante au sein d'une structure? Très souvent, on entend la DSI est au cœur du sujet. Le métier, pour autant, est celui qui génère le document. Au final, comment ça se passe Alors, on a différents cas, c'est-à-dire que très souvent, c'est les moyens généraux qui s'emparent de ce sujet pour l'optimisation des zones de stockage, des coûts. Il faut systématiquement qu'à un moment ou à un autre, la DSI soit embarquée dans le projet, puisqu'il y a une approche après de réflexion à quel moment le numérique va intervenir. Est-ce qu'on passe au full numérique? Est-ce qu'on fait du progressif? Est-ce qu'on fait de l'hybride? Parce que de toute façon, il y a certains documents ou autres qui vont devoir rester papier. Donc, on a vraiment différentes configurations. Donc, il y a souvent une équipe projet qui se met en place. Les deux écueils que nous cherchons systématiquement à éviter dans nos missions, c'est d'une part qu'il y a un chef de projet clairement identifié, donc qui est très souvent les moyens généraux, qui va travailler, monter un groupe projet, je vous le disais, DSI, métier, parce qu'il y a souvent un impact métier, on va le voir avec les enjeux réglementaires, et une gouvernance, que ce soit porté par la gouvernance, idéalement le DG, le secrétaire général, suivant la taille de l'administration, avec une ARS, la secrétaire générale, avec une université, le DGS, avec une collectivité, le DGA, sponsor souvent de ces dossiers. Donc c'est assez varié les clés d'entrée. Et elles commencent à se multiplier puisque quand on prend l'exemple des collectivités où il y a entre 150 et 250 métiers suivant la taille de la collectivité, ça peut venir de la voirie, ça peut venir... Donc ça va dépendre un petit peu des priorités. Alors de plus en plus, c'est sur l'optimisation des coûts. Donc on rentre par l'angle des coûts. Mais c'est là aussi la richesse sur le secteur public. On a une variété de pratiques, avec même une accélération des demandes, là, ça va faire 6 à 9 mois, autour de sujets, donc par rapport à l'archivage, sur le système de la copie fiable. C'est-à-dire qu'il y a une évolution réglementaire forte, au-delà des évolutions technologiques, qui permet, quand certains protocoles de numérisation sont respectés et certains protocoles d'archivage numérique, donc c'est assez contraignant, mais cette contrainte permet derrière de supprimer le papier. Alors ça demande des validations, notamment des archives départementales, mais quand ce chemin est engagé, et on a pu accompagner des établissements dans ce chemin, que ce soit des communautés d'agglos qui ont décidé à la fois de passer au zéro papier, on l'a vu dans le premier enjeu, mais en même temps d'alléger leurs coûts en termes de zones de stockage. Alors, il y a toujours, nous, on est là aussi pour faire des ratios, des comparaisons. Ben oui, avoir une numérisation avec certains protocoles et un archive électronique, ça a un coût. Mais on le met en balance avec la fluidité de traitement derrière, le fait qu'il y ait moins de coûts de stockage papier. Voilà. Donc là, il y a des analyses qui évoluent et qu'on met en avant dans ces établissements. Pour ma part, ça fait seulement 4 ans que je suis au sein de DocaPost. De la Poste et de DocaPost, avant, j'ai passé 25 ans dans le secteur public. J'ai toujours en tête que le zéro papier est un mythe. Est-ce que vraiment l'enjeu, c'est la dématérialisation ou c'est l'alliance du papier et du numérique par rapport aux usages qu'on en fait? Alors, aujourd'hui, c'est encore un mythe. C'est une vision que maintenant ont de plus en plus d'administrations de tendre, d'avoir cet objectif-là, parce qu'on était récemment sur un accompagnement d'un conseil départemental qui est en train de numériser le traitement de l'APA, qui est l'essentiel des flux et des budgets du conseil départemental. Donc de toute façon, en termes de traitement en interne, la cible zéro papier est une réalité. Ils doivent tendre vers le zéro papier pour le stockage parce que les outils de numérisation existent aujourd'hui et ça crée une fluidité dans l'analyse des dossiers. Maintenant, il n'y aura pas le zéro papier sur toute la chaîne puisque dans le cas des usagers là concernés, ils ont besoin de support papier et par rapport au public cible, les personnes âgées, les personnes dépendantes, il y a des problématiques d'inclusion numérique où il y aura toujours un service de proximité pour garder le contact et il restera du papier. Mais l'organisation cible, en tout cas pour l'organisation de l'établissement public, c'est maintenant vers le zéro papier, c'est vers la transformation des usages, parce que c'est une demande du citoyen qui veut de plus en plus des réponses rapides, si possible sur son smartphone, si possible par SMS, tout avec les contraintes de sécurité. C'est une demande de plus en plus forte des agents qui travaillent dans la collectivité,
Quand il y a les citoyens, les agents qui demandent, les politiques ou les décideurs, forcément, ils vont dans ce sens-là. Et c'est aligné avec CAP 2022, qui est une directive derrière aussi qui est donnée. Donc si je résume bien, au final, on est sur un volet un peu hybride de la gestion de la transformation interne des structures publiques, avec une nécessité d'avoir une alliance entre le métier et la direction des systèmes d'information, portée par une direction générale qui présente la cible et qui amène à conduire le changement en mettant au centre l'agent, qui est quand même l'élément moteur de l'action d'une structure publique. Exactement. Et on a de ce fait, nous, beaucoup d'actions d'accompagnement pour susciter, quand on fait des cartographies ou qu'on analyse des situations, l'idée c'est aussi d'identifier les zones de blocage, les ambassadeurs, pour créer de l'adhérence après, quand des solutions vont être déployées, pour transformer les usages. Alors vis-à-vis des agents, qu'est-ce qui se passe en fait ? Alors il y a des attentes, puisque les agents aujourd'hui sont eux-mêmes de plus en plus connectés. Ils se rendent compte que justement il y a des tâches qui peuvent leur être simplifiées par les outils numériques. Par contre, il faut qu'ils comprennent pourquoi l'administration veut le faire. Quand c'est pour des raisons d'optimisation de coûts, il faut être très clair là-dessus, il faut l'expliquer. Quand on veut optimiser les espaces et modifier les zones de travail, il faut aussi clairement l'expliquer. D'où l'intérêt d'avoir aussi des acteurs quand on veut réduire les délais de réponse aux différents citoyens. Donc il y a des tableaux de bord qualitatifs qui se développent. On a beaucoup de collectivités où c'est pas une révolution, c'est une mise en marche sur ces sujets. Et après, il y a des métiers qui le prennent à bras-le-corps. Donc c'est pour ça qu'on avait mis en exemple la dématérialisation des dossiers RH des agents. Fluidifier le circuit de demande des agents, c'est aussi, maintenant, il y a le développement des bulletins de salaire dématérialisés, le développement des votes électroniques, ça réduit les délais, ça permet de piloter plus facilement. Il y a des collectivités qui sont encore on a récemment accompagné une université, quand ils posent les congés, c'est des feuilles de papier. Pour poser ses congés, suivant si on est cadre ou pas cadre, c'est encore papier. Un nouveau DSI arrive, il prend les chantiers, il a décidé de commencer par le micro-chantier, de dire, je veux une vision consolidée des absences, et c'était une demande des agents. Donc ils ont mis en place un intranet, un SIRH, qui va permettre justement à la fois aux agents de déclarer plus facilement leurs congés, avec un décompte automatique. Voilà, c'est des chantiers qui se mettent en place. Quand on parle du dossier RH des agents, c'est très large. Ça va du bulletin de salaire, les absences, les relations sociales, les élections. Il y a eu une vraie transformation sur les 3 versants de la fonction publique, notamment avec les élections qui ont lieu tous les 4 ans en décembre dernier. Il y a des administrations comme le ministère des Finances qui ont dit on y va, on fait le full démat pour les élections. Il y a d'autres ministères qui pourtant... Ça s'est bien passé ? Et ça s'est bien passé. Donc, avec des taux d'adhésion importants. Donc il y avait des enjeux forts de représentation pour les syndicats, de suivi. Il y a d'autres collectivités dans le territorial ou dans l'hospitalier. Il y a eu des hésitations. Donc ils sont restés soit sur du papier, soit sur du mixte. Donc on voit il y a différentes maturités dans les administrations. Donc ça évolue vraiment. Si je résume, au final, en fait, une bonne transformation, au-delà de la technique nécessaire, elle débute par l'usage. C'est-à-dire que pour faire adhérer, au final, les agents à une transformation, en me plaçant dans une de mes anciennes fonctions de DG, en fin de compte, c'est de dire l'agent est au centre, on commence par des usages, ça peut être une micro-tâche, mais au final, qu'il y a un déploiement massif au sein de la structure publique, et il y a une adhésion et donc une appréciation à l'usage de cette transformation qui fait qu'on peut enchaîner sur le deuxième usage. En partant d'une logique, pour résumer un peu ta présentation, on est dans une logique documentaire au départ, on peut aller vers une logique full démat, mais en fait, on s'aperçoit toujours qu'il y a une étape intermédiaire qui est en fait la gestion de l'hybride, justement, pour accompagner l'agent. Et en fait, le deuxième enseignement, c'est que quand on pense le processus documentaire avec le numérique, c'est que tout document créé doit être pensé de façon à être archivé. Et qu'en fait, au milieu de tout ça, des fois, il y a des confusions, mais qui sont, même dans les entreprises privées, on le voit, entre ce qui est un module de gestion électronique de documents et un système d'archivage électronique, à vocation probatoire, puisque ça engage la responsabilité et la durée de conservation de ce document. Pendant 20 ans, en fait, on a une inflation réglementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive au bout du bout ou pas, ou en fait, on va faire une pause, parce qu'en fait, avec une succession d'obligations réglementaires, ça met, entre guillemets, à mal les organisations qui n'ont pas nécessairement le temps de pouvoir digérer ces obligations. Là, tu mets le doigt sur un sujet sensible dans les collectivités et qui concerne l'établissement public au sens large, sur ces évolutions réglementaires, effectivement, qui s'accélèrent dans le cadre de la transformation numérique, mais qui sont à la demande aussi des usagers, parce qu'on disait mettre l'usager au centre. Quand on parle de saisine par voie électronique ou de silence voie acceptation, c'est juste une transcription de ce qui se fait déjà sur le papier. La RGPD par rapport aux données personnelles, de toute façon, c'était une attente aussi des usagers. Donc il y a des collectivités, des ARS, des universités qui ont pris ça à bras-le-corps pour tout de suite s'en saisir, qui ont investi pour être aux normes, respecter la réglementation, d'autres qui sont en attente, qui attendent de voir ce qui va se passer, et d'autres qui nous appellent des fois en urgence, en gestion de crise. On n'est pas au clair réglementairement, on risque d'avoir des recours
et c'est une gestion de risque, et on le gère en urgence. Il y a des transformations réussies. On voit, là, récemment, on a accompagné un bailleur social qui nous disait moi, ce qui m'intéresse, mettez-moi en place un Chorus. Parce que Chorus, pour les administrations, ça a été une vraie transformation sur la finance. On a encore quelques départements à la marge qui sont un peu en retard, qui se rendent compte que ça n'a pas pris, parce que justement, les usages n'ont pas pris dans les services. Donc ils réimpriment les factures, ils les font signer, puis ils les renumérisent derrière. Il y a encore ça, mais on le voit aussi dans les entreprises privées. Là-dessus, il y a plutôt une bonne performance sur le secteur public sur ces sujets. Il y a des réglementations qui avancent à marche forcée, les commandes publiques, c'est aussi un des sujets qui est important sur ces sujets. Et globalement, effectivement, l'impact réglementaire, là aujourd'hui, va... Et c'est un constat, accélère la transformation numérique. Tout dépend si l'administration concernée veut être plutôt en avant et leader sur le sujet, notamment quand elle fusionne avec une autre entité, quand les problématiques de fusion sont fortes aujourd'hui, que ce soit dans les rectorats, que ce soit dans les ARS, dans les communautés d'agglomération. C'est des sujets où les impacts réglementaires accélèrent ces transformations. Très bien. Merci beaucoup Eric pour cet éclairage. Alors c'est vrai, on pourrait en parler des heures en fait. Mais là, l'idée, c'est qu'à partir de ces éléments-là, on puisse vous présenter, nous, la manière dont on a pu intégrer en fait l'ensemble de ces enseignements et les solutions que l'on voit assez clairement sur l'accompagnement des structures publiques à leur transformation par le numérique, tout en proposant des dispositifs hybrides qui permettent de gérer cette transformation et à la fin de répondre à ces trois éléments. Le premier, c'est des économies d'échelle, parce que ça c'est un élément important. Le deuxième, c'est la qualité de vie au travail. Et ce que moi j'observe dans les différents programmes de recherche et développement que j'ai pu mettre, c'est dire qu'en fait les usagers, enfin les agents au final, quand on leur présente simplement les choses et qu'on leur montre la réduction de leurs tâches à faible valeur ajoutée, ils se retrouvent dans la qualité des services qu'ils peuvent rendre, notamment aux usagers. Voilà. Et en fait, quand on a conçu un peu cette gamme secteur public en matière d'optimisation des fonctions support, pour nous, il y avait trois éléments importants. Le premier, bien entendu, c'est de proposer des services numériques, alors qui sont sous le vocable tiers de confiance. Ce n'est pas tellement un abus de langage, c'est l'idée de dire que les solutions que l'on présente reposent sur une infrastructure qui est d'une part présente en France et qui est bien entendu totalement sécurisée, ce sur quoi DocaPost a fortement investi, notamment dans ses propres data centers, et des services de lutte contre la cybercriminalité, par exemple, qui permet d'assurer, au travers des process que l'on met en place, des services de confiance et de sécurité pour permettre à l'administration, en quelque sorte, de rendre un service conforme, d'une part, à la réglementation, mais aussi au devoir et à la demande qui est faite des usagers d'avoir une administration de confiance. Et quand on passe du physique au numérique, il faut pouvoir certifier ce type de service. Bien entendu, des services documentaires, puisque là, on rentre sur des sujets de dématérialisation assez simples. Et puis, dans une logique qui est de préparer ou d'accompagner, on pense nécessairement que derrière les outils numériques, le service humain est important. Et on s'aperçoit de plus en plus que, sur la base de nouveaux services qui sont faits, un certain nombre d'acteurs publics nous confient l'externalisation d'un certain nombre de tâches et de services d'une manière générale, bien sûr, avec l'idée de pouvoir renforcer le pilotage des prestataires et d'avoir une logique de retour sur investissement. Alors très simplement, quand on parle de services numériques, on est sur ce que tu as pu décrire, très simplement, c'est de dire à un moment donné, on est capable de proposer des solutions de gestion électronique de documents jusqu'à l'archivage, mais aussi des principes de traçabilité et d'horodatage que l'on peut voir à travers des certificats ou de la signature électronique, qui est aussi un accélérateur par rapport aux enjeux de la dématérialisation. Sur les services documentaires, c'est de dire, en fait, on est capable de trouver des économies par des services de massification. Je prends un exemple. Demain, je serai à la CNAM, à l'assurance maladie, pour présenter les solutions DocaPost, notamment sur l'intégration des lettres recommandées électroniques. Et de dire qu'au final, l'enjeu n'est pas de regarder le sujet peut-être CPAM par CPAM, mais à l'échelle de l'assurance maladie. Donc vous imaginez les millions de courriers que ça nécessite. Et derrière, il y a une logique de mutualisation, de massification et donc d'économie. Mais c'est aussi vrai pour un EPCI avec ses communes où des nouveaux modes de collaboration et de coopération peuvent se mettre en place pour gérer cette massification. On n'est pas une petite collectivité ou un petit acteur public et on peut quand même émerger à des solutions de masse. Voilà par rapport à ce principe, un peu ce triptyque de solutions qu'on propose au niveau de DocaPost. Le message que je voulais vous passer avant de passer au sujet très opérationnel et très rapidement, c'est cette idée d'asset de confiance, en fait, une infrastructure de confiance. Donc j'attends la slide qui va vous être présentée. La suivante, s'il vous plaît. La technique.
Bah, écoutez, on va le faire à l'oral, hein. C'est le direct, c'est les plaisirs du direct. Donc, de manière très très simple, hein, on repose sur une infrastructure, je le disais, de data center, une infrastructure qui permet d'activer un certain nombre de solutions à partir de clés, de manière assez simple. C'est comme un trousseau numérique, en fin de compte. Et on engage en fait tous les services de confiance derrière. C'est-à-dire, vous avez une capacité à dématérialiser vos documents. C'est un format électronique. Et celui-ci peut être certifié par une signature électronique. Et on remonte dans la chaîne de valeur jusqu'à l'archivage de ces documents au sein de vos services. Alors, à partir de cette infrastructure, développeurs que nous sommes, on est quand même en confiance pour proposer des solutions qui peuvent intéresser les administrations pour générer des économies, mais aussi pour faciliter leur travail au quotidien. Et là, on va prendre un sujet assez simple, qui est au final un peu dans l'ADN de DocaPost parce que c'est la Poste, et que depuis Louis XI, la Poste s'est un peu spécialisée dans la distribution du courrier. Et donc là, on s'est interrogé sur l'intégration du numérique dans des solutions de massification de courrier dits sortants. Enfin, pour faire simple, c'est l'envoi de documents, très simplement. Et là, je vais appeler là, voilà, merci beaucoup. Et là, en fait, on s'est aperçu que un opérateur classique pourrait imaginer une seule et même solution pour tout le monde. Et bien, dans une logique de transformation, on s'est dit, on va rentrer d'abord par l'usage. Et là, on a un outil qui s'appelle Maileva, qui est fortement répandu dans le secteur public. Et puis, on a une deuxième solution, c'est dès lors qu'on passe par un usage et qu'on se rend compte que ce même outil peut être déployé dans l'ensemble des services d'une administration, on passe à une infrastructure de masse avec un besoin au niveau de la direction générale de pilotage qui, avec Mailema, se fait au niveau du service. Et là, on passe véritablement à une grande échelle en matière d'économie, notamment financière. Peut-être le pitch, très rapidement. Voilà. Donc, je t'en prie. Donc c'est vrai que sur ces sujets, il y a beaucoup d'administrations qui émettent encore des courriers au fil de l'eau, hein, et qui ne peuvent pas être industrialisés par rapport au format des documents. On peut l'illustrer par ce qui se passe sur, donc justement, comme le disait Fabien, l'entrée par les usages. Donc quand on prend une collectivité territoriale, il y a les différents services, que ce soit le cabinet du maire, les élections, les RH, les relations avec le citoyen, la vie scolaire, où là, il peut y avoir des usages. Alors, ce qu'on va appeler, nous, derrière, des typologies de documents assez simples, qui n'ont pas forcément d'engagement de valeur probante, qui ne sont pas forcément des dossiers de 10 ou 15 pages, qui pourraient avoir justement un format, utiliser une imprimante virtuelle pour éviter que dans les différents services, on imprime, on mette sous pli, on amène au service courrier pour que ça soit expédié. Et en plus, à un tarif qui n'est pas toujours optimisé dans les collectivités. Donc du coup, comment marche cette imprimante virtuelle? C'est un flux de données qui part à l'extérieur sur un site éditique, qui permet d'être imprimé, mis sous pli et expédié. Et donc, nous, là-dessus, sur les retours qui sont mesurés, parce que l'idée, c'est que la collectivité qui met ça pour ses différents usages, qu'est-ce qu'elle gagne derrière? Un temps de mise sous pli. La personne n'a pas besoin d'imprimer et de mettre sous pli. Des consommables. Et en plus, il y a deux éléments qui sont très demandés, qu'on a évoqués tout à l'heure comme attente dans les établissements. On donne l'exemple de la collectivité, mais c'est pareil dans une clinique qu'on a accompagné sur ce sujet, c'est pareil dans une ARS ou dans une université. C'est que derrière, les deux autres retours sur investissement intéressants, c'est le délai de traitement. Quand les flux sont transmis avant 14 heures, ça part le jour même. Et le deuxième effet, c'est les tarifs. C'est qu'en plus, le tarif industriel est intéressant et inclut la mise sous pli. Donc voilà, donc ça c'est vrai que l'imprimante virtuelle est souvent demandée de manière simple pour les usages simples dans les établissements publics. Et il y a aussi des plateformes plus complexes pour piloter des demandes de massification de courrier. D'accord. Donc au final là, en fait, on est dans une entrée par usage. On propose une solution comme Maileva, c'est la slide suivante, où vous installez sur votre ordinateur une imprimante dite virtuelle. C'est ça. Vous cliquez sur l'impression. Avant 14 heures, vous envoyez le document. Et derrière, vous le passez dans un centre éditique qui vous l'envoie directement vers votre destinataire. Et juste pour te compléter là-dessus, il y a des solutions qui existent, on installe sur l'ordinateur, d'autres qui sont en mode connexion distance sur le web, et qui permettent derrière de répondre à un des enjeux qu'on avait dit, diminution du stockage papier. Quand certains acteurs cochent l'option « je veux le retour », c'est des envois de recommandés aussi, avec valeur probante. Si je veux avoir le récépissé, plutôt que d'avoir mon stock de récépissés qui s'accumule dans mon classeur, je clique, j'ai l'option du retour du recommandé. Le bon est scanné et mis dans l'outil et idéalement se connecte à la GED de l'établissement, ce qui fait que du coup, plus de problème de stockage et de valeur probante. Voilà. Donc, en fait, Maileva rentre par une logique d'usage et par la suite, quand cet usage est répandu au niveau de l'ensemble de l'administration, pour accélérer le déploiement de ces solutions de dématérialisation et d'envoi en masse, on a une solution qui s'appelle HubMail, qui permet de massifier avec des retours sur investissement
par rapport aux logiques d'affranchissement de près de 30%. C'est-à-dire que vous avez un gain économique. Dès l'envoi du premier courrier, vous avez 30% d'économie. Alors ça, c'est le premier usage sur les courriers sortants. Et moi, je voudrais vraiment faire un zoom, et c'est pour ça que Bertrand est là, et on va lui laisser le soin de pouvoir conclure ce webinaire par quelque chose d'assez innovant. C'est notre coffre-fort Digipost. Et puis je dis coffre-fort Digipost égale dématérialisation de bulletins de salaire. Oui, tout à fait. Merci Fabien. Du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut illustrer ce qu'on vient de dire sur un process particulier, donc qui est un process RH, et plus particulièrement sur le bulletin de paye, avec la dématérialisation du bulletin de paye. Et donc Digipost, c'est une solution qui permet à une organisation, publique ou privée, de proposer à ses employés de recevoir leur bulletin de paye sous format numérique. C'est une solution qui est industrielle. Aujourd'hui, c'est la solution référente du marché et qui respecte l'ensemble des normes liées à la numérisation, à la dématérialisation des bulletins de paye. Donc évidemment, dans le cadre de la loi travail qui encadre ce process-là en termes de conformité, également en termes de compatibilité avec le compte personnel d'activité, qui est aussi un élément de la loi, donc que respecte Digipost. Les documents sont stockés, archivés pendant une durée minimum de 50 ans et avec une valeur légale. Donc l'original, le document numérique a la même valeur que le document papier. Et puis on est dans le strict respect des normes, notamment de normes de coffre-fort numérique, du RGPD évidemment, et avec des données qui sont hébergées par DocaPost 100% sur le territoire français, qui est aussi un point qui est très important dans ce domaine-là. Donc en termes d'avantages ou de bénéfices que cela procure, d'une part, on a un gain de temps sur le process, puisque du coup la diffusion du bulletin de paye se fait plus rapidement sous format numérique. On a également... On fait l'économie du papier au final et l'économie de l'affranchissement. Oui, tout à fait. Alors après, il y a un coût pour la diffusion du document et son archivage dans le coffre-fort numérique pendant une durée de 50 ans. Mais effectivement, ça représente des économies par rapport au process de diffusion papier existant. Ça valorise... Excuse-moi, si je suis un agent, j'ai ça sur mon smartphone en fait, et pour des raisons, une raison diverse, je dois changer d'administration, de lieu, etc. Comment ça se passe au final? Alors c'est une très bonne question. Le coffre-fort qui est mis à disposition de l'agent est un coffre-fort qui est complètement personnel. Et donc si l'agent change d'employeur à un moment ou un autre, il va conserver son coffre Digipost pendant tout au long de sa vie. Et va pouvoir recevoir ses futurs bulletins de paye d'un autre organisme s'il passe par nos services. Et il peut recevoir d'autres documents, je ne sais pas, moi, il peut recevoir beaucoup d'autres documents. Je ferai peut-être un point dédié juste après pour finir sur la partie RH. Pour l'employeur, il y a aussi une notion de valorisation de la marque employeur qui est importante parce que du coup, on offre véritablement un service numérique, innovant et qui va rendre justement des services à l'utilisateur final, ce qu'on va voir après. Et ça génère une satisfaction côté employé qui est assez importante. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, Digipost, il y a plus de 3500 entreprises ou organisations qui nous font confiance et qui envoient des documents, principalement des bulletins de paye, dans les coffres de salariés ou d'employés. Et parmi ces organisations, il y a un certain nombre d'organisations publiques au sens large, y compris des conseils régionaux, des conseils départementaux, des bailleurs sociaux, également des universités. Le dernier sujet, ça a été le conseil régional d'Île-de-France, de mémoire. Oui, tout à fait, qui vient de déployer, effectivement. Et donc, côté utilisateur, on a aujourd'hui plus de 3 millions, même 3,5 millions d'utilisateurs finaux qui utilisent ce service. Qui est un service vraiment utilisé puisque aujourd'hui on a plus d'1 million de personnes qui se connectent tous les mois, une fois par semaine en moyenne. Voilà, donc c'est un usage qui est très important. Et l'utilisateur, l'agent, une fois qu'il reçoit ses bulletins de paye, ce que tu disais Fabien, derrière, ça devient son outil personnel pour l'aider à gérer son organisation, son administratif personnel. On peut le voir comme une sorte de boîte aux lettres numérique intelligente qui permet de recevoir et de classer automatiquement tous ces documents importants. Les bulletins de paye, on en a parlé, mais aussi ses relevés de banque,
des diplômes, des attestations de santé, des justificatifs de domicile, etc. Ça, c'est le classeur qu'on a tous à la maison, mais dans un smartphone ou sur notre ordinateur. Exactement, et intelligent puisqu'il se classe tout seul. Et on va pouvoir les conserver du coup et les retrouver à n'importe quel moment depuis une application mobile ou un ordinateur connecté à Internet. Une fonctionnalité que il y a deux fonctionnalités que je préfère. Bon, j'avoue que j'ai Digipost, mais vraiment pour mon usage véritablement personnel au final. La première, c'est qu'il est capable de nous dire qu'en fonction des documents qu'il a, en fait, vis-à-vis d'un certain nombre de procédures, comme la carte nationale d'identité, on vous dit au final, vous avez 9 documents sur 10, il vous en manque plus qu'un pour être prêt à faire cela de manière pratiquement automatique. Et la deuxième, c'est la capacité, avec son smartphone, lorsqu'on est à un guichet, ou dans mon cas, c'était dans ma banque, où j'ai dû, pour une procédure, partager mon justificatif de domicile, je l'ai fait à partir de mon smartphone. Exactement, exactement. On a une fonction, effectivement, un service qui est plébiscité, qui est le fait de pouvoir préparer ses démarches et donc son dossier de démarche, par exemple pour une démarche de location immobilière. Ouais. Digipost va préparer pour vous, donc pour l'agent du coup, enfin l'utilisateur final, tout son dossier avec ses derniers justificatifs de domicile, ses 3 derniers bulletins de paie, sa carte d'identité. Il va pouvoir le partager très facilement avec l'agence de location ou le futur loueur. Et puis s'il y a un nouveau bulletin de paie qui arrive entre-temps, le dossier il se met automatiquement à jour. Donc on a du coup beaucoup plus de chances d'avoir l'appartement de ses rêves grâce à Digipost avec un dossier toujours à jour, complet et transmissible très facilement. Et le dernier point que je voulais évoquer, parce que je crois qu'on arrive un petit peu au bout, c'est le fait que Digipost puisse aussi servir, non pas dans un processus RH, donc pour une organisation publique, mais peut aussi servir dans l'amélioration de la relation citoyen. Et on le voit notamment, nous, aujourd'hui, avec 2 secteurs d'activité. Le premier sur les bailleurs, avec les bailleurs sociaux. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de bailleurs sociaux qui envoient de manière dématérialisée les quittances de loyer dans un Digipost. Et donc le particulier les reçoit dans Digipost. Et on a également un certain nombre d'universités qui nous font confiance, donc dans le domaine de l'éducation, et où là, on envoie les diplômes ou les relevés de notes également dans Digipost. Donc on voit bien sur 2 autres illustrations que la verticale RH que Digipost est aussi un moyen qui permet d'optimiser et de simplifier la relation citoyen entre un organisme et un citoyen. Alors pour rebondir là-dessus, parce que c'est un sujet que nous on constate dans l'accompagnement d'établissements de l'enseignement supérieur, c'est tout à fait un usage qui se développe et qui rejoint les enjeux de transformation de l'administration, qui passe de plus en plus de temps pour des relevés de notes à le faire à la main. Donc là maintenant ils peuvent le verser dans un document de l'étudiant. Ils ont souvent des problèmes de rupture, c'est-à-dire qu'ils ont des environnements numériques de travail, des ENT dans les écoles, mais quand l'étudiant part, son compte est clos. Le fait d'avoir des coffres-forts de ce type, l'étudiant part avec ses relevés de notes et ses diplômes, et ça commence à boucler avec d'autres problématiques, ce qu'on appelle d'embarquement pour certains processus dans d'autres administrations. Et typiquement, ce qui intéresse les étudiants, c'est quand ils cherchent un job, qu'ils candidatent quelque part, qu'est-ce qui est demandé par les entreprises, le contrôle de la véracité du diplôme. Et là, il y a un enjeu intéressant, c'est que le coffre-fort Digipost, certes, est sécurisé, mais il garantit la certification de ce qui est versé dedans. Et donc, quand l'étudiant candidate, il peut transmettre son diplôme avec une certification qu'il est valable. Donc ça fait partie des boucles intéressantes. Pareil pour le logement, il y a à la fois le coffre-fort qui permet de stocker la quittance, mais qui permettra aussi aux personnes, comme ils ont leurs impôts, leurs salaires, de candidater à un logement et de fournir des documents qui sont certifiés exacts. Oui. Et il y a une tendance aussi au contrôle, à la vérification et aux documents certifiés. Et il y a enfin des solutions qui permettent d'aller sur ces certifications-là. D'accord. Mais moi, je m'imagine, alors, je reviens dans l'administration, je suis séduit par cet outil. Comment ça se passe de manière assez concrète ? Il y a un accompagnement, c'est une activation, je ne sais pas, de la solution en tant que telle et on se débrouille, ou il y a tout un processus derrière qui permet d'accompagner pour aller jusqu'au bout de l'usage, en fait? Alors, les déploiements sont rodés, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une solution qui est industrielle. On a parlé des volumes. Aujourd'hui, on dépose plus de 5 millions de documents chaque mois dans Digipost, donc on est quand même sur des notions assez importantes. Après, on a souvent un besoin de conseil et d'accompagnement, donc on travaille souvent avec ces équipes sur ces sujets-là. Et le déploiement, nous, on a toute une méthodologie de déploiement qui est proposée avec tous les supports pour accompagner justement l'utilisateur final, donc le citoyen, l'étudiant, l'agent, dans le cadre de la dématérialisation.
J'avais envie de savoir, je signe avec Digipost, en combien de temps je peux dématérialiser mes bulletins de salaire? Nous, ce sont des process qui se font entre 3 et 6 mois selon la complexité. Et le volume, non, ou c'est pas une question de volume, c'est une question d'organisation? C'est plus une question d'organisation, effectivement, et de préparation au déploiement. On a des jalons à respecter. Par exemple, dans le cas de la loi travail, on doit informer les employés au moins 30 jours avant le déploiement de la dématérialisation dans le cadre d'instances légales. Donc voilà, on a un certain nombre de jalons comme ça qui sont inclus dans le délai que je viens de citer. Et pour que j'ai bien ça en tête, au final, le taux d'acceptation, parce qu'on est toujours dans une logique de consentement, il y a au final une adhésion massive des salariés, des agents à ce type de solution, où en fait on passe par de l'hybride, ou on peut passer directement au numérique par exemple? Alors, on est sur des très forts taux d'adoption. On a toujours une petite part qui reste sur le papier, donc c'est ce que Eric disait tout à l'heure, donc il faut savoir gérer, donc ce que propose aussi Digipost avec DocaPost. Mais globalement, on est sur des taux d'adhésion qui peuvent aller jusqu'à 80%, donc ils sont quand même très importants. Et quand on atteint 80% pour une administration qui met ses bulletins de salaire, de toute façon, dès l'instant où on atteint 20 à 30% d'adhésion, c'est rentable, parce que c'est autant d'économies de mise sous pli d'impression de papier. Donc nous, dans les retours sur investissement de nos analyses, quand il y a la démat du bulletin RH, on sait qu'il y a un retour sur investissement rapide pour l'administration. Alors quand en plus, ils constatent que ça monte à 70-80%, même si c'est progressif, voilà. Et en plus, ce qui est intéressant dans les questionnaires de satisfaction et dans le suivi, c'est la satisfaction de l'usager derrière, ou de l'agent dans le cas présent, puisqu'il y a les hésitants, mais il y a ceux qui constatent que de toute façon, le document qu'ils recevaient, ils finissaient par le numériser pour le stocker ou le transmettre à des dossiers. Donc là, il est numérisé, il est nativement resté numérique, certifié. Voilà. Il y a une boucle assez vertueuse qui arrive à s'installer sur ces sujets, qui pour le coup est un processus assez simple, au milieu du processus complexe RH global. Mais ce processus-là, du coup, est assez performant. Et la loi de travail a favorisé évidemment ce développement. Bah, écoutez messieurs, merci beaucoup. En synthèse, je dirais qu'au final, on va dire l'optimisation par le numérique et des solutions documentaires intelligentes dans le secteur public s'est engagée quand même il y a plus de 20 ans. Enfin, moi j'y étais. Donc j'ai mesuré le parcours. Je ressens moi une accélération avec une proposition de valeur que des opérateurs comme DocaPost font aux collectivités, qui sont centrés sur les usages et non pas sur les solutions techniques, et qui permettent de visualiser directement à la fois un retour sur investissement financier, mais pour l'agent que j'ai été, que peut-être que je reviendrai au final, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est de dire au final, je suis aussi optimisé dans mon travail quotidien par des solutions à la fois simples et déployables dans un environnement de confiance. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous remercie à toutes et à tous. Merci. Par rapport à toutes les questions, on se permettra, excusez-nous, de vous répondre directement, et excusez-nous encore pour ces petits problèmes techniques, mais en tout cas l'essentiel c'est qu'on ait pu partager entre nous déjà tous trois, ça fait une occasion de se parler, mais aussi avec vous, ces enseignements qu'on peut avoir sur la transformation des acteurs publics. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Merci. Merci. Merci.